Thierry Breton, bonjour et bienvenue au Grand Témoin du Figaro. Vous êtes le PDG d'Atos, le champion européen des services informatiques. Vous avez été également ministre de l'économie et des finances il y a une dizaine d'années maintenant et vous connaissez très bien les États-Unis. Alors une première question, la surprise passée finalement, comment vous réagissez à l'arrivée de Donald Trump à la tête des États-Unis? La surprise, oui, et j'ai été parmi ceux qui ont été surpris. On a été très nombreux, je crois, beaucoup plus ceux qui ont été surpris que les autres. Bon, maintenant, voilà, les États-Unis, c'est un grand pays, il y a une constitution qui est extrêmement solide, elle va prendre le pas, le dessus par rapport à tous les excès de la campagne. On dit que c'est la campagne la plus violente, je crois, dans l'histoire des États-Unis. On l'a bien vu. Oui. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de choses et leur contraire du reste. Donc maintenant, on rentre dans l'atterrissage, si je puis m'exprimer ainsi. Bon, Donald Trump a commencé à prendre les habits de président élu, on l'a vu, et plutôt bien du reste. Voilà, alors reste évidemment les propos, reste la campagne, reste les promesses, souvent contradictoires. Donc là, il va maintenant s'installer. Il va falloir suivre avec beaucoup d'attention l'équipe qu'il va constituer, et notamment, évidemment, en ce qui me concerne, je vais regarder avec beaucoup d'intérêt, vous imaginez qui sera le secrétaire au Trésor. On cite des noms qui sont du reste de personnalités que je connais bien et qui sont très compétentes, issues de Wall Street. Ça va être original du reste, mais je pense que ce serait un très bon signe envoyé. Et puis derrière, il va négocier avec le Congrès. C'est la première fois qu'on a un Congrès qui sera totalement républicain, depuis 1928. On le sait, aux États-Unis, le président n'a pas tous les pouvoirs. Il doit négocier avec le Congrès, qui décide, notamment pour les questions budgétaires. Ça va être intéressant parce que beaucoup des classiques du Parti républicain n'ont pas soutenu Trump et même voté contre lui, certains publiquement. Donc maintenant, il va falloir qu'il compose avec eux. Et au fond, je pense qu'on va rentrer dans une phase un peu plus normalité. Il n'en demeure pas moins que sa politique économique, évidemment, elle est en totale contradiction avec beaucoup de choses qui ont été mises en place depuis maintenant de nombreuses années, notamment en ce qui concerne le commerce mondial. Et là, donc, il va falloir voir s'il va au bout. Ça aura des répercussions, évidemment, sur l'économie des États-Unis, mais aussi sur l'économie mondiale. Lesquelles, finalement, par exemple, sur l'Europe particulièrement? Sur l'Europe ou sur la Chine, du reste, ou sur le reste du monde. Évidemment, sortir des traités commerciaux, ce sera difficile. S'il le fait, ça peut être violent, et notamment avec la Chine. Il ne faut pas oublier que la Chine est le premier créancier des États-Unis. Si jamais on ne peut pas imaginer une seule seconde que la Chine ne réagisse pas si jamais des droits de douane prohibitifs étaient mis sur certains produits chinois. On sait très bien comment ça va se passer et ça risque d'être assez tendu, peut-être même violent, et donc peut-être un peu moins fort que ce qui avait été anticipé sur le reste du monde, et en particulier pour ce qui nous concerne, sur l'Europe. Le principal problème et point que je vois évidemment, c'est le fait que l'Europe est face à son destin. Il a été élu sur un slogan, America is back, Make America Great Again, refaisons de l'Amérique une grande nation. Sous-entendu, le reste du monde m'intéresse moins. On sait que les États-Unis ont joué pendant longtemps le rôle de gendarme du monde, après la Seconde Guerre mondiale. Ça a été important pour l'Europe. Mais désormais, il est très clair qu'il l'a dit, Mme Clinton l'avait dit également, l'Europe doit prendre son destin en main. Il a dit très clairement, très fermement, et pour nous, ça appelle évidemment un appel très fort, très bien, un peu à la hauteur de... et alors, qu'est-ce que ça peut être, ce que peut être la campagne américaine? Ça peut être évidemment, pour ce qui me concerne, c'est un sujet qui est absolument essentiel, c'est que l'Europe reprenne son destin de défense en main. Et l'Europe est le seul continent qui a baissé la garde depuis 10 ans. On a baissé 10% de nos dépenses militaires, tous pays confondus, là où tous les autres les ont augmentés significativement. On sait que nous sommes en fragilité, on sait que nous sommes, du reste, on le dit, en guerre, on y est, clairement. Oui, externe et même en interne. Et même chez nous, dans les différents pays européens qui composent l'Europe, on le vit tous les jours. Il faut impérativement nous redonner les moyens de notre défense et de notre sécurité commune. L'Europe est un socle commun de valeurs, mais aussi, je dirais, avec nos frontières, avec tout ce que nous partageons. Et aujourd'hui, il faut monter à 2%
de dépenses de PIB, on est beaucoup moins. Les dépenses militaires, c'est du reste ce que demande l'OTAN, nous en faisons partie. La France est à 1,86% de dépenses du PIB, l'Allemagne n'est qu'à 1,1%, donc l'Allemagne ne dépense pas assez pour sa protection. Je ne cesse de le dire, l'Allemagne doit faire ses efforts. Bien sûr, ça va lui peser dans son budget, bien sûr, ça va alourdir un peu sa dette, mais il faut le faire. Nous, on le fait depuis des années. On ne peut plus, aujourd'hui, accepter que certains pays payent plus que d'autres, même si, encore une fois, il s'agit absolument de préserver nos souverainetés nationales en matière de choix de défense. Mais les dettes sont très élevées, alors finalement, comment peut-on imaginer un mécanisme qui permettrait de faire cet effort, finalement, sans que ça ait un impact sur la dette? Alors, le deuxième élément qui, je dirais, qui est le sujet de préoccupation des concitoyens européens après les problèmes de défense et de sécurité, c'est évidemment le problème de l'emploi et le problème économique, et notamment le problème de déclassement. Et c'est vrai que le surendettement massif dans lequel nous sommes entrés fait peser une chape de plomb aujourd'hui sur l'avenir, notre avenir et ceux de nos enfants. Oui. Et donc, il faut impérativement régler les deux problèmes. Alors, on a une espèce d'équation qui semble insoluble. Oui, qui est à la fois, il faut augmenter les dépenses militaires et de plus en plus les mutualiser, et en même temps baisser la dette, faute de quoi l'avenir sera sombre, on le sait, car les taux d'intérêt aujourd'hui sont très bas, mais on voit qu'ils commencent à monter, et on sait que lorsque les taux d'intérêt vont monter, le budget de la France sera intenable, je le dis clairement, intenable. Oui. Et surtout, l'Allemagne ayant bien travaillé au cours des 8 dernières années, la France beaucoup moins au cours des 8 dernières années. Nous sommes désormais, moi lorsque j'ai quitté le gouvernement, on était à 62% d'endettement, l'Allemagne était à 67%, plus que nous. Oui. C'était il y a moins de 10 ans. Et aujourd'hui, nous sommes quasiment à 100% d'endettement, l'Allemagne est à 70% et va gaillardement vers les 60%. Et donc cet écart aujourd'hui devient absolument mortifère pour l'euro et donc pour la construction européenne, si jamais on ne le règle pas. Alors comment effectivement comment régler ça? C'est un projet donc, sur lequel je travaille depuis maintenant de nombreux mois. C'est pas un projet personnel, c'est un projet sur lequel je travaille avec beaucoup de monde, de création d'un fonds européen de sécurité et de défense qui aurait la double vocation d'adresser ces deux problèmes majeurs. Le premier, c'est donc de reprendre donc, l'ensemble des dettes de défense qui ont été constituées par l'ensemble des pays de la zone euro depuis la création de l'euro. Nous avons dépensé mutuellement, collectivement, en Europe continentale, les membres de la zone euro, 2330 milliards d'euros pour notre défense. Chacun, évidemment, en étant souverain de nos choix. Et je le redis encore une fois. C'est la dette de la France aujourd'hui, globalement. C'est en gros la dette de la France, c'est un autre pays, au fond. Voilà. Et je le dis, le projet sur lequel nous travaillons préserve l'intégralité de la souveraineté des dépenses militaires et des choix militaires de chaque État, faute de quoi on n'y arriverait pas. Mais là, on a constaté ça, donc l'idée c'est de créer un fonds, ce fonds un peu sur le mécanisme que nous avons appris, hérité de la gestion des grandes crises de 2008 et de 2011, le MES ou FES, donc on sait créer ces fonds. Ce fonds, ce serait un fonds de 2330 milliards, qui s'endetterait, donc qui émettrait des obligations. Sur 50 ans, on a la possibilité de le faire aujourd'hui, à des taux extraordinairement bas, puisque ce fonds bénéficierait de la force de la mutualisation des États. Et donc, il a la possibilité de s'endetter à des taux très bas. Et avec, évidemment, ces levées, eh bien, il rachèterait les dettes de chaque État membre au prorata de ce qu'ils ont dépensé pour leur défense depuis la création de la zone euro. Par exemple, prenons le cas de la France. La France a aujourd'hui 2100 milliards de dettes. Eh bien, elle en a dépensé 720 milliards depuis la création de la zone euro pour sa défense. Le fonds rachèterait 720 milliards. L'Allemagne n'en a dépensé que 560 milliards, alors que c'est un pays qui est une fois et demie grand comme la France. On lui rachèterait 560 milliards. L'Italie, 424, on lui rachèterait 424. Et ainsi, la dette de la France passerait de 95% à 62%, c'est-à-dire de 2100 milliards à 1400 milliards, et ainsi pour chaque État. L'Allemagne passerait de 70% d'endettement à 56%, vous voyez, la France 62%, l'Allemagne 56%, on est de nouveau en convergence possible. Et donc, il y a de nouveau un avenir commun. Alors évidemment, comment on finance tout ça? On finance tout ça en abondant ce fonds à hauteur de 1,2 point de PIB par an pour chaque État membre sur la durée du fonds, et avec cette somme, non seulement on va rembourser les dettes, on voit bien que c'est pas, on n'efface pas les dettes. Sur 50 ans, les sur 50 ans, elles milliards, sont remboursées, mais aussi, on a suffisamment de moyens pour rembourser jusqu'à la moitié des dépenses militaires de chaque État membre, pour peu que celle-ci ait une vocation européenne ou être mutualisable au niveau européen. Ainsi, chaque État, chaque année,
préserve l'intégralité de ses choix militaires et de sa souveraineté, j'insiste. Le ministre de la Défense, par exemple en France, va présenter son budget au Parlement, il le fait voter. Une fois qu'il est voté, il présente le budget au fonds, et le fonds rembourse jusqu'à la moitié de ses dépenses pour peu qu'elles aient une vocation européenne. Mais encore une fois, elle reste à la main de la France. On crée comme ça, je dirais, un affectio societatis européen, une volonté d'investir plus ensemble avec des plateformes interopérables, avec des créations de garde-côtes garde-côtes européens, avec des plateformes aéroportées qui puissent servir aux uns et aux autres, etc., etc., etc. Et progressivement, on commence à bâtir les jalons d'une Europe de la défense commune. Et attention, il ne s'agit pas d'une armée commune, il ne s'agit pas d'un chef d'état-major commun, il s'agit d'un instrument financier qui nous permet ainsi de régler les deux aspects de l'équation. C'est un premier pas qui pourra avoir un sens politique. C'est un premier pas, et ça nous donne un moyen, encore une fois, pour régler le problème de surendettement et aussi pour augmenter à 2% nos dépenses de défense, tous en Europe, de façon plus coordonnée et plus mutualisée. Et alors ce projet, finalement, est-ce qu'il va voir un jour le jour? Est-ce qu'on peut y croire? Alors j'en ai beaucoup parlé, j'en ai parlé au Parlement, j'ai été auditionné par le Sénat, la Commission des Affaires étrangères de la Défense, avec Jean-Pierre Raffarin, j'ai été auditionné par la Commission d'Elisabeth Guigou à l'Assemblée nationale. J'ai vu, bien entendu, j'ai beaucoup échangé avec Jean-Claude Juncker, qui soutient le projet, avec Mario Draghi, qui soutient le projet, à Francfort, le président de la Banque centrale, avec mes homologues de tous les pays. On en a parlé à Évian lorsqu'on s'était rencontré avec Mme Merkel et M. Hollande, les chefs d'entreprise, avec M. Schäuble, le ministre des Finances allemand, qui soutient le projet, avec Mme von der Leyen, la ministre de la Défense allemande. Et au fond, ça a fait je dirais voilà, je crois que ça a commencé à prendre. Bien sûr, chacun a apporté ses préoccupations. C'est un sujet qui se construit. C'est pas le projet d'un homme, c'est le projet, je pense vraiment, c'est une réponse, en tout cas, il y en aura peut-être d'autres, mais c'est une réponse opérationnelle à un problème d'aujourd'hui. Et on m'a confirmé qu'à Paris comme à Berlin, qu'au cours du prochain sommet européen, donc la création du fonds serait actée. Reste évidemment ensuite à en mettre en œuvre dans l'année 2017 les modalités de fonctionnement. Vous voyez, moi, jusqu'où je souhaite qu'on aille, mais l'intérêt, c'est qu'on est modulable et qu'à partir du moment où on acte donc la création de ce fonds, ce qui sera fait avant la fin de décembre, eh bien, on a un instrument de travail pour travailler et j'espère qu'il couvrira, comme je viens de le dire, les deux aspects, c'est-à-dire et la dette et le moyen du financement. Super. Merci beaucoup Thierry Breton. Très bonne journée, à bientôt. Merci.